Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 152, et aujourd'hui, je reçois Sylvie Ramel pour parler de comment on peut reconnecter à soi et aux autres à travers un geste aussi simple que la cuisine. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai une entrevue pour vous. Vous savez comment j'aime recevoir des parcours atypiques. J'aime recevoir des personnes avec des idées un peu originales et différentes de ce qu'on entend dans les podcasts plus mainstream sur l'entrepreneuriat, parce que je pense que en tant qu'entrepreneur, surtout qu'en tant que femme, surtout qu'en tant que personne qui, tu sais, aspirons à un genre de leadership conscient, c'est important de célébrer et de mettre de l'avant des idées alternatives de comprendre le monde, des idées alternatives aussi de faire des affaires. Puis, quand j'ai rencontré Sylvie Ramel, dont vous allez entendre les pensées un peu plus tard dans cet épisode, j'ai vraiment tout de suite compris qu'elle avait une mission qui allait bien au-delà de ce que ses offres proposaient, puis qui avait une profondeur puis une richesse de réflexion autour de comment elle concevait la place de son entreprise, la mission de son entreprise dans le collectif, dans le monde, dans ce qu'on peut imaginer aussi pour notre futur, dans notre façon d'interagir avec l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, on reçoit Sylvie qui va nous parler de cuisine vitalité. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de un peu simpliste quand je le dis comme ça, cuisine vitalité, parce que vous allez voir, elle va expliquer qu'est-ce qu'elle entrevoit par ça, qui ça va bien au-delà de juste faire des smoothies verts puis acheter bio dans son épicerie du coin. Alors, qui est Sylvie Ramel? Alors, selon son profil LinkedIn, elle met comme descriptif que la cuisine est un reflet de notre approche au monde. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avec un brin de sauvagerie, une touche d'audace, de créativité et de plaisir, elle est aussi une chroniqueuse RTS. Et ce qui est intéressant aussi avec le travail de Sylvie, c'est qu'elle propose des accompagnements de groupes aux particuliers qui peuvent aller de quelques jours à plusieurs mois, et aussi pour les entreprises où elle propose des ateliers de formation continue et de team building. Et elle va travailler vraiment au niveau de l'intersection entre les produits de saison, les plantes sauvages comestibles, les techniques de base de l'alimentation vivante, la fermentation, le sans gluten, les préparations à base de noix et de graines, micro-pousses, germination, etc. Et elle ajoute à cela une dimension philosophique, une dimension de l'être à travers de l'interaction qu'on fait avec les différents vivants qui permettent de nous nourrir. Donc, vraiment, vraiment intéressant comme approche. Et j'ai presque envie de vous laisser avec l'entrevue. La petite dernière chose que je vais dire, c'est que quand je l'ai invitée sur le podcast, c'est parce que j'avais lu une de ses infolettres qui m'avait vraiment bien fait comprendre comment on prend souvent un geste aussi simple que la cuisine pour acquis et le pouvoir que ça a pour nous de se réapproprier ces moments-là. Et je vais vous mettre le lien de l'infolettre dans les notes de l'épisode si vous voulez aller la lire. Vous pouvez prendre une pause maintenant pour aller la lire ou bien la lire après l'épisode. On va en parler de toute façon. On va
On va référer à cette infolettre-là à plusieurs reprises dans la conversation. Sachez que vous n'avez pas nécessairement besoin de la lire pour comprendre de quoi on va parler, mais c'est sûr que ça peut être un beau support pour la conversation. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute avec Sylvie Ramel. Salut Sylvie, comment ça va? Je suis contente de te recevoir sur l'ambition féminin. Salut, moi aussi, c'est un grand plaisir d'être là. Oui, et puis tu sais, je te connais depuis quelques temps maintenant, quelques mois. On a évolué côte à côte dans Money Brand. Donc, Mhm. c'est à travers aussi tes infolettes, ton travail, les discussions qu'on a eues, que j'ai eu envie de t'inviter sur le podcast parce que je pense que tu as une vision très unique de ton expertise, de l'entrepreneuriat, de comment ça s'inscrit dans un mouvement social. Tu sais, bref, il y a comme beaucoup de choses au niveau euh, de ce que tu fais que je trouve à la fois original, intriguant, et je pense que ça peut nous aider aussi à sortir de nos visions préétablies sur certains actes du quotidien, dont la Mhm. cuisine, notamment. Oh. Alors, je voulais peut-être qu'on commence la conversation. Je pose toujours ma question brise-glace à mes invités. Et toi, je voulais te poser la question, c'est quoi l'ambition pour toi? Pour moi, l'ambition, c'est d'arriver à me réaliser d'une manière qui soit la plus alignée possible, Mhm. avec quelque part, tout au fond de moi, vraiment le sentiment de contribuer. En fait, Hmm. c'est de trouver cette intersection entre une réalisation de moi, mais avec quelque part une cause que je porte. Voilà, quelle que soit la cause, mais bien sûr une cause qui m'est proche, qui fasse du sens, hein, mais j'ai pas envie de réussir juste pour moi toute seule, mais quelque part pour ma contribution au collectif. Hein. Ouais, puis je pense que ça rejoint beaucoup des personnes qui naviguent dans mon univers ou qui font de l'entrepreneuriat. Excusez, désolée, le téléphone a sonné. Qui naviguent dans mon univers ou qui ont cette vision de l'entrepreneuriat comme d'un geste collectif ou une trace qu'on peut laisser. Puis comment pour toi, euh, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu as été, par exemple, c'est social, dans ta famille, ça a été très, je sais pas moi, encouragé ou comment t'en es venu à ça? Non, je dirais à contrario, je pense que c'est vraiment même juste l'inverse, parce que bon, dans mon parcours personnel, hein, moi je suis partie assez tôt comme ça vers une carrière plus de chercheuse, un peu, ouais, pas dans un tout Mhm. premier temps, mais quand même, je suis partie très vite vers investir dans l'intellect, hein, là où je venais d'une famille plutôt paysanne et ouvrière, hein, donc pour laquelle il y avait justement absolument aucune reconnaissance du travail intellectuel. Hein. Et puis très très tôt dans ma vie, en fait, quand j'avais vers les 16-17 ans, j'ai déjà été plutôt engagée dans des mouvements associatifs, de la prévention sida à l'époque, enfin pas mal de choses où Mm. pour moi c'était une manière de construire du sens à mon existence que de m'engager et de contribuer, en fait. Mm. Mm, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis justement, la raison pour laquelle je t'ai invitée là maintenant, aujourd'hui, c'est que j'avais lu une de tes infolettres que je trouvais vraiment, elle m'avait vraiment ouvert les yeux sur des façons dont certaines choses qu'on fait au quotidien, où on approche certaines pratiques, puis dans ton cas à toi, la cuisine, euh, peuvent avoir des effets très profonds au niveau de l'individu et à travers ces effets dans l'individu à ce qu'on va pouvoir ensuite changer autour de nous, changer dans le collectif. Puis je veux juste nommer une des phrases que tu avais utilisées au début parce que je trouve que probablement que tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu veux dire par là, puis ça va vraiment nous introduire dans le sujet, mais tu écrivais le smoothie vert ne sauvera pas la planète. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, tu sais, c'est tellement l'image qu'on se fait des Mmh. activistes à quelque part, genre bourgeois, Mmh. Mmh. influenceurs, Instagram, qui nous disent comme voici comment faire du self-help, du Mmh. développement durable, etc. Fait que je voulais t'entendre sur cette phrase particulière. Ouais, bah, là, en fait, c'est vraiment avec cette phrase, en fait, ça résume aussi
énormément tout mon parcours, dans le sens où j'ai à la fois un long parcours de développement personnel, d'implication dans la méditation pleine conscience, etc. Mmh. D'un autre côté, j'ai aussi toute une carrière professionnelle plutôt versée dans la science politique, la philosophie politique. Donc j'ai ce regard à la fois centré sur l'individu, puis en même temps centré sur la société, et puis un regard très critique sur comment les 2 s'articulent l'un à l'autre. Et puis l'exemple du smoothie vert, c'est en fait, c'est un exemple, qui est vraiment pas du tout lié au hasard. C'est-à-dire que déjà, c'est quand même un peu l'étendard de l'alimentation saine, ou un peu le stéréotype. Puis en même temps, de mon côté, j'aime autant la cuisine saine que la cuisine écologique. Et puis le smoothie vert, très souvent, c'est pas très écologique, parce que Mmh. c'est finalement, c'est censé, en tout cas pour moi qui vis en Europe, de manger des avocats, qui est quand même un des ingrédients du smoothie vert. Ça a du sens de la fin de l'automne à la fin de l'hiver à peu près. Puis tout le restant de l'année, ça vient de l'autre bout de la planète, et puis c'est pas du tout écologique de manger comme ça. Donc je vois pas comment sauver la planète en consommant des avocats en Europe au mois de juillet, par exemple. Et puis, par ailleurs, cette infolettre était en fait une sorte d'hommage que je rendais à une amie proche, qui est vraiment une des personnes que je connais qui a eu une vie extrêmement saine ces dernières décennies, en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, de méditation, et cetera. Et puis ça ne l'a pas empêché d'avoir, l'été dernier, un cancer grave qui a été diagnostiqué. Et Mmh. puis, il y avait comme un mouvement aussi de révolte, quelque part, de compassion et de révolte envers elle, de me dire, ben, malgré tout ce qu'elle a fait, bah, tout son engagement envers elle-même, envers aussi la planète, parce que c'est vraiment une vie saine, mais aussi une vie tournée vers l'écologie, eh bien, malgré ça, ça l'a pas empêchée de tomber malade. Bon, elle est pour l'instant en traitement, et elle est encore là, mais il y a quand Mmh. même eu cette prise de conscience que de manger sainement, c'était pas forcément, l'alpha et l'oméga non plus d'une vie bonne, au sens aussi, qu'elle exprime, enfin, la vie bonne comme l'expriment les philosophes, où c'est en Mmh. fait la vie bonne, c'est une vie bonne pour soi, mais c'est pas que pour soi, comme ça peut des fois être un peu le biais de certains mouvements comme ça, centrés sur la santé, le bien-être, où finalement on va avoir une approche que je trouve très libéral, ou dans le sens néolibéral, où on va être centré à la fois sur son propre bien-être, et puis en même temps, on va aussi, beaucoup se culpabiliser si on n'arrive pas, si je n'arrive pas à aller mieux. Mmh. Alors que si je reprends les lunettes de la politologue ou d'un sociologue, bah, en fait, parfois je peux tout faire très bien, mais je suis quand même prise dans un contexte, sociétal, un contexte culturel, un contexte familial, un contexte collectif qui fait que c'est pas toujours, possible d'aller bien uniquement par ma volonté individuelle. Je suis quand même, ça s'insère quand même dans une réflexion plus vaste. Et c'est pas juste de boire les smoothies verts qui va me sauver Mmh. finalement. Ouais, il y a tellement de points intéressants que tu as amenés. Puis je suis en train d'hésiter entre 3 questions que j'ai envie de te poser, puis je pense que je vais te les poser, puis après ça, on va les mettre en ordre ensemble. La Mmh. première chose, c'était peut-être juste, expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi tu as focusé sur l'alimentation Mmh mh. plutôt que d'autres types de causes. La Mmh. deuxième qui me venait puis qui a beaucoup résonné, c'est cette fameuse, définition de ce que sain veut dire. Mmh mh. Parce que sain, je pense qu'il y a quelque chose de très moral aussi qui est Mmh mh. associé à ça, dans le contexte néolibéral, donc un contexte capitaliste et colonial Mmh. dans lequel on vit, mais comme tu Mmh. dis aussi, genre, axé comme l'individu comme étant responsable de lui-même et Mmh. désinvesti de sa communauté, ce qui est, Mmh. en passant, vraiment contradictoire à hem plein d'autres cultures, hein. Les cultures africaines sont beaucoup plus, axées sur le collectif Mmh. et le soin collectif que nos cultures, occidentales. Fait qu'on va s'en tenir peut-être à ces 2 questions, mais voilà où mon cerveau est allé quand je t'écoutais. Mmh mh. Puis, je sais pas, peut-être on peut commencer par pourquoi l'alimentation, Mmh mh. tu l'as choisi comme ton porte-étendard de ta vision? Bah, alors pour l'alimentation, je peux répondre, par une réponse très personnelle, puis une réponse plus «culturelle» entre guillemets, ou plus symbolique, mais peut-être je commence par la deuxième. Bah, déjà l'alimentation, en fait, on est toutes et tous amenés à manger à un moment donné, sauf, quelques exceptions.
la nourriture, c'est quand même c'est un des éléments vitaux pour, notre vie et notre survie ou notre vie au quotidien. Et puis ça en fait quelque part, de ce fait-là, un terrain de jeu, vraiment intéressant ou un terrain d'expérimentation. Parce qu'à travers ça, ben, je vais pouvoir me positionner. Soit je suis dans l'indifférence, je suis dans l'anxiété, je suis dans la joie, je suis dans la plénitude, je suis dans la paix intérieure, je suis dans toutes sortes de choses, mais quoi qu'il en soit, me nourrir, je vais me nourrir, hein. Et puis Mmh. je vais pouvoir comme ça, utiliser ça comme cadre d'analyse pour beaucoup de comportements, d'attitudes, de manières de me relier à moi-même, aux autres, au monde extérieur, à l'environnement. Ça, c'est un aspect. Et puis après, dans mon histoire personnelle, heu bon, si je remonte pas jusqu'au tout début de ma biographie, mais disons qu'en tout cas, si je remonte aux alentours de 2007-2008, hein, à un moment donné, j'ai fait un choix, un renoncement aussi d'aller vivre, ailleurs que là où je vivais à cette époque-là. Puis je me suis dit: «Bon, si je reste vivre là où je suis maintenant», c'était pour avoir un peu d'être une sage, gentille fille, de continuer ma carrière académique, hein. Et puis je m'étais dit: «Bah, en contrepartie, je vais faire un truc qui me plaît vraiment à 200. Et puis c'est là que j'ai commencé à me former sur les plantes sauvages comestibles. Et puis si je l'ai fait, c'est que c'était aussi quelque chose, qui me permettait de renouer enfin, 15 ou 20 ans après avoir quitté la maison, avoir quitté les montagnes dans lesquelles j'ai grandi pour aller vivre dans différentes villes en Europe, hein. Ben, quelque part, ça me permettait de enfin renouer avec mon rapport à la nature, hein. Mmh. Et puis c'est passé immédiatement aussi, par l'alimentation, parce qu'à la fin de chaque cours d'identification des plantes, on avait aussi une partie du cours était d'apprendre à les cuisiner. Mmh. Donc en fait, ça m'a plongé tout de suite aussi dans ce rapport en plus, vraiment étroit entre la nature, les plantes d'un côté, l'alimentation, la cuisine de l'autre, hein. Mmh. Et puis voilà, ça s'est développé à partir de 2007-2008 comme ça, un peu de manière assez organique. D'abord juste pour moi et puis petit à petit, en fait, voilà, certaines personnes m'ont demandé des recettes, après m'ont demandé des cours et puis ça s'est enchaîné. Mais tout ça était sous forme de loisirs, hein. Et puis c'était pas très réfléchi, c'était juste, voilà, je faisais un peu à la demande, je proposais des choses, hein. Et puis, je pense qu'en parallèle de tout ça, moi, j'étais engagée dans une carrière de recherche, mais qui n'avait absolument rien à voir, à travailler sur les situations post-conflit armé. Et Mmh. puis, quelque part, dans les premières réflexions aussi sur, mon positionnement par rapport aux plantes, à l'alimentation, c'était aussi comment je me positionne par rapport à toute cette violence à laquelle je suis confrontée dans mes travaux de Mmh. recherche. Et puis, assez vite, bon, pour moi, ça devenait clair que c'était absolument loin d'être une fuite, hein. C'était pas tout d'un coup, je parle que des plantes, je passe mon temps à récolter des plantes pour fuir la réalité, mais c'était plus, c'est une manière je pense, de rendre, je sais pas, de rendre hommage au vivant quelque part. C'était de Mmh. m'inscrire dans le vivant, c'était travailler aussi la pulsion de vie par rapport à la pulsion de mort, si j'utilisais les termes un peu freudiens. Mais c'était, je pense, un peu un des points principaux de mes réflexions là autour. Puis après voilà, j'ai continué à cheminer dans mes réflexions et puis je pense, aujourd'hui aussi je replace ma réflexion sur l'alimentation dans le contexte à la fois de la cuisine santé vitalité, puis de l'autre côté dans le contexte de l'écologie, hein. Mmh. Voilà, sachant que j'ai aussi ouais, je suis engagée de longue date, même en politique, j'ai fait de la politique, avec, les partis des Verts, voilà, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont importantes dans mon système de valeurs. Ouais, c'est intéressant le lien que tu fais avec ta recherche qui était basée sur la destruction et donc la reconstruction qui vient, j'imagine, Mmh. euh, après, après toute cette pulsion de mort, comme tu dis, toute cette destruction. Puis la nourriture étant naturellement le nourrissement et la vie et la façon de rester en vie et de se développer. Fait que non, c'est vraiment fascinant comme histoire. Et puis après ça, c'est ça, tu sais, genre, t'as approfondi, j'imagine, un peu plus ta compréhension de comment ça s'inscrivait aussi à un niveau presque spirituel. Mmh. Euh,
Ça, c'est comment je le comprends, mais ouais. Oui, mais après dans les jalons importants, c'est que dans tout ce mouvement comme ça aussi de prendre un peu ce qui m'était proposé, notamment à un moment donné, j'étais sollicitée pour cuisiner pour des retraites de yoga, de méditation et cetera. Et puis, en fait, c'était une expérience marquante aussi, certaines de ces retraites, en particulier une rencontre avec un moine dans la lignée de Thich Nhat Hanh, qui était vraiment dans le mouvement de la pleine conscience, où là, j'ai pu rencontrer aussi un lien spirituel à la nature et à l'alimentation qui résonne à 100% avec moi, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre aussi de la joie intérieure, de la joie qui rayonne. Et Mmh. puis ça c'était pour moi un moment tellement marquant que finalement, je crois que c'était 2 ans après, on a même fait organiser ensemble une, semaine de retraite en silence autour de la méditation et de la cuisine sur une petite île isolée en Bretagne, hein. Et puis, en fait, pour moi, d'un coup, ça tout avait pris pleinement sens, hein, parce que j'étais à la fois dans cette voie spirituelle, mais qui restait dans l'humilité et dans la joie, qui était pas non plus de la contrition, ce qui nous ramènerait dans ce contexte un peu moralisateur aussi de certaines de ces approches santé très dogmatiques et Mmh. moralisatrices, hein. Mais là, c'était vraiment vivre aussi l'alimentation saine que j'enseignais pendant cette semaine, pendant que le moine, en question donnait les enseignements, spirituels. Mais c'était d'être vraiment engagé à travers tout ça dans le courant de la vie, hein. Donc pas à Mmh. vraiment à milieu du perfectionnisme ou des normes ou des cadres, bien pensants et cetera. Voilà, l'enjeu c'était pas de manger sainement parce qu'on doit manger sainement, mais c'est juste parce que c'est ça qui est le plus vivant en nous Mmh. et autour de nous, en fait. Donc Ouais, ça, puis le c'était lien un de la jalon fort. cuisine et la communauté aussi est tellement, évident. Puis, tu sais, c'est ça qu'on voit aussi dans les conflits qu'il y a en ce moment, hem, dans le monde, qui Mmh. sévissent, où les moments de cuisine ensemble, même si c'est aussi un rappel traumatique des événements actuels, mais c'est Mmh. les moments de joie qui sont partagés Mmh mh. avec les autres parce que c'est une genre de célébration de cette vie qui continue à être nourrie et demande genre d'être nourrie. Oui. Après, c'est pas ça se donne pas de manière évidente parce que c'est vrai quand on est dans les alentours des fêtes de fin d'année, c'est un exemple classique où le Mmh. repas ensemble, il est pas du tout donné d'avance que ce sera agréable, sympathique, joyeux, facile. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est des fois, je compare quand même aussi comme la manière dont je construis mon rapport à la nourriture ou à l'alimentation ou à la cuisine comme un chemin, vraiment dans le sens aussi de cheminer sur une voie spirituelle. Et puis, c'est ça, je pense que j'ai aussi voulu décrire dans l'infolettre, à laquelle tu faisais Mmh mh. référence. C'est que, il y a quelque chose de l'ordre de la discipline, mais dans le sens le plus noble du terme aussi, de la discipline Mmh. spirituelle, de comment je me positionne et je me repositionne un peu au jour le jour, quotidiennement. Bon, déjà juste seule face à moi-même sur, comment aussi je fais de ce moment pendant lequel je cuisine, non pas une corvée, hein, mais un instant qui est presque un instant, sacré où je vais me relier de manière verticale aussi à quelque chose qui me dépasse, hein. Et puis, ça je peux l'atteindre par différents chemins, mais c'est vrai que la pleine conscience, telle qu'elle s'est développée ces dernières années, elle donne quand même des clés assez concrètes pour, ce moment de reliance que peut être le moment de cuisiner ou le moment de manger, le moment de partager le repas éventuellement avec d'autres, hein. Mmh. Mais voilà, je pense que c'est en tout cas, c'est un moment d'un peu de, comment dire? Où ça va agglomérer comme ça va fusionner aussi vraiment, différentes choses qui sont certaines au niveau individuel, puis d'autres au niveau collectif, hein. Ce moment de l'acte de manger, puis vraiment c'est en ce sens-là qu'on est bien, bien au-delà de juste du smoothie vert, effectivement. Mmh. Ouais, non, on en revient à la question initiale sur le smoothie vert, puis peut-être justement, tu utilises le terme cuisine vitalité. J'imagine ça, est-ce que c'est un mouvement qui existe ou c'est un terme que tu as choisi? Et comment est-ce que ça veut être, en opposition ou en contraste avec la cuisine santé et, Mmh. hem, par exemple, ben, le travail, mettons, d'un nutritionniste ou, tu sais, Mmh. de personnes genre
qui suivent certaines diètes qui sont considérées comme santé. Ouais. En fait, bon, c'est un terme qui est parfois utilisé, mais pas très couramment. On utilise parfois un terme qui est encore plus jargonneux, qui est la cuisine hypotoxique, hein. Mais là, je trouve que c'est moi, je l'ai utilisé moi-même pendant des années. Ça veut dire que c'est une cuisine où on élimine tout ce qui serait intoxifiant. En réalité, c'est tout ce qui serait, acidifiant. Donc on évite le sucre, en tout cas les sucres raffinés, les produits laitiers, les produits carnés. On privilégie tout ce qui est plutôt alcalinisant. Donc c'est plus une logique de tout un travail autour de l'acido-basique, hein. Mais quand je dis cuisine vitalité, ça me sort comme ça un peu de ce jargon, Mmh. cuisine santé et puis peut-être nutrition ou certaines approches de nutrition. Et puis ça me permet d'ouvrir le cadre justement. Puis de dire finalement ce qui compte, c'est pas de faire tout juste, mais c'est de trouver une solution qui me corresponde, qui soit quand même pas juste de la cuisine intuitive, que des fois, bon, je trouve que ça peut être aussi une voie sans issue, parce que c'était un peu le contre-pied des normes ou des cadres. On s'est dit: «Tiens, on va juste suivre notre intuition». Mais moi, je sais que d'expérience, il y a des fois où je mange beaucoup de chocolat noir sans que j'ai besoin de tant de magnésium que ça. Donc, Mmh. il y a un moment donné, je pense que c'est intéressant d'avoir un cadre, disons théorique, avec des principes de base, hein, quand même, qui soient posés et puis qu'ensuite je me libère, je m'émancipe aussi de ce cadre, hein, avec un en fait, comme mot-clé principal, la question de l'équilibre, hein. Ça veut dire que je vais aussi parfois sortir du cadre, hein, mais je vais pas avancer sans cadre, sans fil rouge. Je vais garder un cadre ou un fil rouge, mais je vais pas m'enfermer, me laisser enfermer là-dedans. Donc je vais Mmh. essayer de trouver mon propre équilibre, hein, que ça soit un équilibre sur qu'est-ce que je mange? Est-ce que de temps en temps je mange des produits, transformés, raffinés et cetera? Mais simplement j'en mange pas tous les jours, 3 fois par jour, hein. Mais c'est aussi dans les choix. Est-ce que par exemple, est-ce que j'achète des noix de cajou ou pas, sachant comment elles sont récoltées? Est-ce que Mmh. j'achète des produits qui viennent de l'autre bout du monde? Combien de fois j'en achète? Enfin, puis ça après c'est des décisions individuelles, puis qui pour moi doivent faire vraiment l'objet d'une réflexion, d'une recherche d'équilibre. Mais dans tous les cas, j'essaye aussi pour moi, cette cuisine vitalité, c'est-à-dire que je reste dans le courant du vivant. Puis Mmh. dans le courant du vivant, ben, ça veut dire que je sors aussi du jugement ou de l'auto-jugement par rapport à tout ça. Mais c'est d'essayer de trouver cette alchimie où j'ai un certain nombre de principes, de normes, de règles qui sont comme un phare, comme dans la tempête, mais c'est pas non plus c'est pas une camisole, ça vient pas une camisole de force par rapport à comment je vis mon quotidien. Mmh. Et puis ça veut dire aussi que je suis sur cette tangente aussi ben, du libéralisme politique. Ça veut dire, j'exerce aussi ma liberté individuelle, mais elle prend toute sa valeur parce que je prends aussi en contrepartie mes responsabilités. Mmh. Je suis pas dans une liberté à outrance, hein, déresponsabilisée, hein, mais je suis pas non plus infantilisée à juste suivre les règles qu'on m'a dictées ou que j'ai lues quelque part, voilà. Ouais, donc C'est c'est une pratique déculpabilisante autour de l'alimentation, mmh mh. tout en déculpabilisant, mais pas déresponsabilisant. Puis je pense Oui, que souvent les gens, ils vont mélanger les 2 en dire: «Ah, ma responsabilité me génère de la culpabilité et donc je dois agir de telle façon». Mais oui. là, toi, ce que tu amènes, c'est quelque chose qui est comme: non, il y a une façon d'être Mmh, responsabilisé et de quand même agir dans notre cadre éthique oui. et faire des choix qui sont autant sains pour Mmh, nous, le mmh. corps, mais aussi pour, hem, l'humanité. Oui et puis c'est pour ça aussi, ben, pour revenir à cette définition ou à une définition du terme de cuisine vitalité, c'est aussi, finalement, j'ai un peu, détaché comme ça cette notion de vitalité pour me dire: «Ben, là, ça peut être quand même quelque part comment dire? Un facteur d'objectivation». Ça veut dire, est-ce que objectivement je me sens, en vitalité? C'est-à-dire, bah, le plus important, c'est est-ce que je sens que j'ai l'énergie pour accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie? Mmh. Et Mmh. puis là, ben, à la fois, c'est déculpabilisant, mais c'est quand même objectivant. Mais par contre, c'est quelque chose que je peux objectiver pour moi, parce que Attends, c'est mon niveau objectiver, d'énergie. peux-tu juste nous trouver un autre mot? Parce que même j'essaie Ouais. de vraiment le Mmh. définir dans ma tête pendant que je t'entends, puis objectivement dans le sens, je me désinvestis du choix ou
Non, alors c'est dans le sens de objectif, subjectif, c'est vraiment que là, je peux quand même mettre quelque chose, je peux essayer d'évaluer selon des critères plus ou moins tangibles. Mmh, Est-ce que ce je qui me est bon. sens Ouais. fatiguée ou pas fatiguée? Est-ce que je sens que j'ai de l'énergie ou pas? Mmh mh. Comment je me sens dans mon corps aussi, ça peut être vraiment très tangible dans le sens, vraiment Mmh. quel est mon niveau d'énergie, mon niveau d'éventuelle douleur et cetera dans mon corps. C'est vraiment Mmh. dans ce sens-là OK, et OK, puis, intéressant. ouais. Ouais. Ça me ça me menait à une autre question qui est vraiment très terre à terre, mais Ouais. tu sais, comme j'ai l'impression des fois que, par exemple, là, tu dis, bon, l'observation des plantes et des choses comme ça. Moi qui vis en ville, Mmh tu mh. sais, est-ce que je peux faire ce genre de choses-là? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas accès à la nature où je peux aller. euh, Tu sais, j'ai accès à des choses qui poussent en serre, j'ai accès à des choses qui sont Mmh. vendues dans les supermarchés. Comment on approche ça quand on n'est pas dans un milieu très proche de la nature, entre guillemets? Bon, moi, j'ai la conviction profonde que où qu'on se trouve, on peut accéder même à même un élément résiduel de nature quelque part. Donc ça peut être si je suis en ville, des fois, c'est d'aller observer entre les pavés, déjà ce qui pousse, hein. Mmh. Ensuite, ça peut être aussi de quelle manière je veux me relier à tout ça. Ça peut être que dans les rares moments où je sors de la ville, que je puisse m'y ressourcer, mais même dans un parc. Moi je travaille avec, quand je travaille avec les plantes sauvages, je travaille avec des plantes certaines qui sont d'une grande banalité. Donc Mmh. une ortie, un plantain, enfin j'ai comme ça, toute une série de plantes. La je travaille avec un corpus un peu plus d'une trentaine de plantes. Il y a au minimum un tiers de celles-ci que je suis quasiment certaine que tu vas pouvoir retrouver en ville. Mmh. Et puis certaines que tu pourras peut-être uniquement regarder parce qu'elles sont pas propres à être ramassées à cause de la pollution, à cause, voilà, Mmh. des activités humaines quelles qu'elles soient. Mais certaines, même, je sais pas, je pense à des fleurs de sureau noir. Ça, c'est vraiment des activités que j'ai fait, j'ai organisé des récoltes de fleurs de sureau noir ou de tilleuls en ville, hein, parce qu'il y pousse quand même des choses, hein. Puis après, bon, si c'est pas ça, ça peut être même d'aller chez un herboriste et puis, d'acheter Mmh. des plantes qui sont des plantes médicinales, mais qu'on peut vraiment avec lesquelles on peut aussi, faire tout un travail, pour se mettre en lien avec ces plantes, les qualités, leurs principes, vraiment qu'est-ce qu'elles vont apporter en termes plus thérapeutiques ou en termes symboliques. Donc je pense qu'il y a vraiment mille et une façons de se relier. C'est voilà, après ça peut être, moi j'ai développé notamment une activité autour du dessin des plantes, puis vraiment juste de dessiner la plante, ça revient de manière très récurrente chez les personnes qui suivent ces activités-là, ces programmes, c'est elles se sentent se mettre en lien avec la plante, hein. Mmh. Donc d'un Mmh. côté, oui, rien ne remplace le contact direct, d'être vraiment dans les sous-bois en train de récolter un peu d'aspérule, hein. Mais la spérule, on va pouvoir le retrouver chez l'herboriste, on va pouvoir la dessiner, on va pouvoir en déguster un dessert. Enfin, il y a différentes manières d'approcher ça. Et puis, par exemple, dans ces activités de dessin des plantes, ce que je trouve presque tout aussi important que de me relier avec la plante, c'est que je me relie avec moi-même, avec Mmh. une part de moi qui aspire à être justement connectée à la nature. Donc, Ouais, c'est intéressant aussi. Nous, bon, toi, t'es localisé en Suisse, moi, je mmh, suis ici au Canada. Puis, tu sais, moi, quand j'imagine toute cette connaissance de la nature et des plantes, j'imagine aux Premières Nations et aux personnes qui étaient mmh, ici avant la colonisation. mmh Puis, il y a quelque chose de vraiment aussi intéressant à se connecter à d'autres, cultures, mais aussi mh, mmh, à nos ancêtres, tu sais, pour ceux mmh qui ont, en tout cas, qui ont une lignée comme ça. Puis justement, tu sais, dans ce lien de connexion, puis on en revient encore avec ce qu'on disait au mmh, collectif versus l'individuel, mmh cette observation, ne serait-ce que d'une image et de mmh, comprendre que cette plante a des bénéfices, elle pousse pas très loin de chez nous, mmh dans mh. un environnement naturel. Au niveau, encore une fois, spirituel ou psychologique, ça peut Mmh. avoir quelque chose de presque soignant et connectant. Puis là, on en revient Complètement. peut-être à notre définition de qu'est-ce que c'est être sain
ou du Mmh. moins sain et soin, Ouais, c'est la même, racine, fait que ouais. ouais. Est-ce qu'il y a des piliers dans ton approche, dans ta méthodologie que tu, considères être importants dans, la façon dont tu veux ouvrir les esprits à ce genre de pratique? Ouais et puis je pense déjà ce qui me vient spontanément aussi quand tu évoques cette question, c'est la pour moi, une des choses fondamentales, c'est vraiment la question du lien. Mmh. C'est-à-dire, c'est le lien que j'entretiens avec moi-même en premier lieu de toute façon, c'est le lien que j'entretiens avec les autres et puis avec la nature autour de moi ou avec la société aussi et puis, je pense que, aussi ce que je mettais en avant dans cette, infolettre, qu'on évoquait au tout début, qui est quelque part pour moi en train petit à petit de devenir un peu mon manifeste quand même. Mmh. Cette question du lien quelque part, elle est, je pense qu'elle est un peu au fil rouge de la réflexion que je développais. Peut-être, aussi, ben, dans cette infolettre, je parlais d'une cuisine de résilience. Mmh. Puis déjà, c'était alors le premier lien pour moi, c'est de faire le lien entre ce niveau individuel et collectif, comme on l'a dit là maintenant tout au long de cette discussion. Et puis, c'est de voir aussi que la résilience, ben, c'est pas juste un concept psychologique individuel comme on le connaît beaucoup, c'est aussi, ben, construire des écosystèmes résilients. Mmh. Et puis, ben, construire un écosystème résilient, ben, c'est travailler sur la communauté, sur des questions de justice sociale, d'équité, par exemple, quand on parle de Mmh. commerce équitable. Mais c'est de travailler aussi sur la structure aussi du système de santé, puis faire le lien entre, ben, mon comportement individuel dans mon rapport à l'alimentation, il a quand même, que je le veuille ou pas, il va avoir un impact aussi sur la santé du système de santé lui-même. Mmh. Parce que quelque Mmh. part, si on est tous en train de manger de la malbouffe industrielle ultra transformée, on impacte aussi sur le système de santé quand même. C'est là qu'on revient aussi sur ces questions liberté versus responsabilité. Et puis, après, ben, il y a vraiment la question de toute l'implication plus au niveau environnemental. Et puis c'est le lien, là, il se joue de manière importante qu'on choisit de privilégier les ingrédients qui sont locaux, de saison. Ça veut dire que je viens aussi redonner de la force aux producteurs locaux, que ça soit Mmh. vraiment de la force même économique, hein. Donc là, c'est aussi voilà, je pense un des questionnements qu'on a eu au tout début, c'était ce lien aussi avec la pleine conscience. Mais je pense que c'est là que la pleine conscience, elle se déploie. C'est vraiment aussi dans une attitude de pleine conscience pour moi, vis-à-vis ce qui m'entoure, mais c'est vraiment dans le sens quasiment politique aussi, de la conscience que chacun de mes actes, chaque fois que j'ouvre mon frigo ou mon placard, quelque part, je pose un acte politique. Mmh. Parce que Mmh. tout ce que je fais à ce niveau individuel de mes choix, de ma liberté d'agir, hein, ça a quand même, dans tous les cas, ça a une conséquence, quelle qu'elle soit. Donc, Mmh. ouais, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose de, qui est important pour moi. Puis, ouais, quand je parle de la résilience, en sortant aussi de la résilience de son carcan individualiste, psychologisant, c'est aussi de remettre comme ça dans cette réflexion sur les écosystèmes. Bah, je vois qu'il y a la question de cuisiner en conscience ou en pleine conscience qui est important, mais après c'est tout aussi important que quelque part, hein, quand je fais ces choix, je peux me reconnecter avec mes valeurs profondes. En tout cas, c'est pour moi, ça résonne fort, hein. Ça s'entend Mmh. aussi dans comment je présente ça, mais puis ça veut dire que quelque part, bon, j'avais écrit cette infolettre aussi dans un moment de rupture douloureuse, hein. Et puis, c'était parti de ma réflexion, mais dans ce moment de rupture, où je suis vraiment très mal moralement, qu'est-ce qui me fait du bien? Puis on pourrait des fois penser que spontanément, on va jeter sur un paquet de chips ou aller manger des spaghettis, à la crème, parce que c'est un peu ce qu'on a comme image aussi de la nourriture réconfortante. Puis en vraiment ressentant ce que j'avais au fond de moi, je me suis dit: «Non, en fait, ce qui m'apporte du réconfort, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est de manger des ingrédients qui sont faits, par des producteurs que je connais, des Mmh. légumes que j'ai achetés chez le maraîcher ou qu'on poussait dans mon propre jardin. Puis c'est ça qui m'apportait le véritable réconfort, qui était pas une espèce de réconfort de compenser le vi ou remplir les vides. Ouais. C'était faire résonner la plénitude à l'intérieur de moi quelque part. C'était J'adore faire ce que revivre tu les dis. vivants. Ouais, parce que c'est pas comme un réconfort où on doit absolument, hem, prendre ou consommer, mais Mmh. vraiment dans ce lien dont tu parles. Puis je lisais, je sais pas, je me rappelle plus dans quel contexte, mais elle disait, tu sais,
on parlait des récompenses qu'on se donne, tu Mmh sais. mh. Mmh. Puis souvent, on a l'impression qu'une récompense, c'est justement un morceau de gâteau au chocolat ou Oui, acheter quelque chose en ligne qu'on va porter ou un vêtement ou peu importe, ou ouais. prendre un bain. Mais le réconfort aussi ou la récompense, ça peut aussi être d'acheter un bouquet de fleurs à quelqu'un Mmh. ou de aller faire du bénévolat. Mmh mh. Dans le sens que la dopamine ou les hormones qui sont Mmh. créées à l'intérieur de nous sont, sont les mêmes Ouais, quand ouais. on est dans le lien, quand on est dans l'entraide et quand on sent que ce qu'on Mmh. fait est bien et bon. Oui, Puis là, on en revient oui, avec cette définition la bonne vie oui, qui est celle qui nourrit réellement parce oui, que mais elle est pas nécessairement juste axée sur ce que moi je consomme. c'est ça, c'est ça. Et puis c'est pour ça que pour moi cette notion du lien, elle est juste fondamentale. Elle est Mmh. juste tellement importante parce que finalement je peux donner un contre-exemple total dans une autre, en fait, les séparations amoureuses me font beaucoup réfléchir, hein. J'avais, il y a quelques années, au moment d'une séparation, en fait, peu de temps avant, on m'avait dit que jeûner, c'était très très accompagnant dans des moments de deuil. Je me suis dit: «Tiens, bah, je vais tester ça». C'était un premier pas aussi dans une redéfinition aussi de ce que représentait l'alimentation pour moi par rapport à ma vie à mes émotions, à mes affects et cetera. Donc j'ai jeûné pendant 3 semaines et ça a été effectivement très accompagnant au moment du deuil. Parce que pour la bonne raison, c'est que d'habitude, dans ce genre de contexte, j'allais me jeter sur la nourriture, hein. Et puis là, ben, comme je ne mangeais rien, en fait, je me suis jetée sur mon téléphone pour Mmh. aller discuter avec les amis, me mettre en lien. Et ça Mmh. a vraiment, vraiment modifié ma perception des choses, hein. Où tout d'un coup, Intéressant. justement, la nourriture n'était plus juste une compensation quand je me sentais vide à l'intérieur, hein, et je me suis remplie par autre chose dans ce moment-là. Et puis ça, Mmh. je pense que c'est beaucoup voilà, c'est enfin, quand j'en suis là maintenant plusieurs années plus tard, avec ce concept de cuisine de résilience, quelque part, c'est un peu la prolongation de cette expérience, hein. C'est me dire comment je peux trouver refuge dans la cuisine, mais pas par, justement acte de compenser un manque, mais au contraire de me remplir de plénitude parce que dans l'instant, je me sens connectée. Je me sens connectée parce que simplement peut-être que je prête attention au bruit du couteau en train de trancher un légume. Je me Mmh. sens reliée, je me sens, en lien avec tous mes sens quelque part, reliés à l'expérience que je vis dans l'instant présent. Et puis Mmh, à ce moment-là, j'adore. dans cet instant présent, il y a plus de manque, hein. Non, c'est ça. Il y a Mmh. plus de manque ou il y a plus de conscience ben, il y a juste une conscience du manque quand on interprète le moment présent, Mmh mh. mais puis je pense que c'est ça que tu voulais peut-être dire par objectiver, Oui. Mmh. comme une fois que l'expérience est juste prise en tant que telle, Mmh. elle devient neutre. Oui. Mais elle peut aussi après ça, ça devient un choix et donc une Mmh. liberté de choisir: Oui, vais-je l'expérimenter comme manque ou comme plénitude? oui. Et puis là, ça débouche sur des choses, ben, qui sont des choses que j'ai beaucoup travaillé avec toi aussi dans Money Brand. C'est aussi comment construire un espace de sécurité, mais c'est aussi comment me réapproprier mon pouvoir dans cet espace de sécurité. C'est Mmh. pas un espace de sécurité où je vais juste me dorloter moi-même avec mes plats que j'aurais cuisinés, mais c'est vraiment un espace de sécurité pour grandir, pour me soigner, me guérir au sens plein du terme et puis reprendre ma force. Puis c'est là qu'on retrouve la notion de vitalité, mais vraiment reprendre pleinement ma force vitale. Mmh. J'adore, j'adore. Il y a tellement de choses que j'aimerais discuter avec toi encore. C'est toujours la même chose avec les entrevues, c'est comme: «OK, là, genre, j'ai plein de questions». Hem, peut-être parce que là, le temps file, peut-être une chose qui pourrait aider les gens à visualiser ou à concrétiser ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est Mmh, nous donner, tu sais, 3 peut-être 2 ou 3 exemples de ce que tu fais avec tes clients, puis comment tu essayes de, introduire, tous ces concepts, tu sais, toute cette vision dont on a parlé. mmh Hem, mh, ouais, en quelques mots pour qu'on puisse comprendre comment ça s'applique, comment on peut, nous, venir chercher mmh. cette réflexion, puis comment ça peut nous transformer dans notre quotidien. Ouais, alors bon, l'approche la plus évidente à la surface, c'est tout le travail justement avec les plantes sauvages comestibles, hein,
Et puis le dessin qui est vraiment plus, que j'ai appelé le dessin botanique contemplatif, hein, qui a vraiment les termes comme ça qui nous indiquent qu'on est quand même dans ce champ d'expérimentation. Mais c'est parfois prendre vraiment juste 1 heure, hein, pour, uniquement se concentrer sur le dessin de la plante, des détails de la plante et cetera. Et puis de plonger comme ça, corps et âme, quelque part dans un lien tissé avec une plante sauvage comestible, hein. Mmh. Après, dans le domaine de la cuisine, ben, parfois, c'est préparer un bocal de lactofermentation et puis là, dans les techniques que j'enseigne au tout début, c'est vraiment des techniques qui sont d'une simplicité enfantine. Donc je profite de cette simplicité pour qu'on puisse se concentrer aussi sur, bon, déjà la forme, les couleurs des légumes qu'on est en train de couper, les petits bruits de quand on va remplir son bocal, quand on va fermer son bocal. Et puis toutes ces actions ont un peu comme finalité aussi de débrancher le mental, de débrancher les peurs, hein, de débrancher le jugement, d'être vraiment de se baigner dans l'expérience elle-même, hein. Et Mmh. puis alors voilà, ça c'est un peu les deux plans, mais après de manière plus générale avec toute l'approche que j'ai appelée cuisine vitalité, ben, c'est aussi de proposer aux gens de pouvoir proposer à chacun, chacune aussi de pouvoir juste, ben, avoir ces concepts un peu généraux en tête, puis après assez vite, ben, les laisser de côté pour juste plonger de nouveau dans l'expérience de la cuisine créative, de choisir des choses, ben, avec tous les sens et pas uniquement avec l'intellect, hein. De Mmh. choisir d'associer des ingrédients qui vont faire une belle palette de couleurs dans l'assiette, une belle, palette de saveurs, hein, voilà. Mmh. C'est ça, un peu des exemples, non. Encore l'exemple aussi du travail aussi justement sur les saveurs avec les plantes sauvages, hein, Mmh. qui m'a donné un point de départ plus simple parce que la plupart des gens, on connaît pas forcément les plantes ou pas toutes les plantes. Puis quand quelque chose est inconnu, ben, on cherche à mettre des mots, en fait, Mmh. sur ces choses inconnues. Et puis après, j'ai un peu transposé avec les légumes, hein, qui souvent sont tellement connus qu'on cherche pas à vraiment les connaître, hein. Mmh. Mais c'est vraiment tout un travail aussi de poser des mots sur les saveurs pour que, avec nos sens, dans un principe un peu neuropsychologique, on soit capable de percevoir, hein, le l'entier des saveurs, d'une plante. Enfin, je dis ça parce que certaines plantes, je les ai connues pendant des fois côtoyées pendant, je sais pas, 10 ans, en percevant peut-être trois palettes, 3 facettes de saveurs et puis tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui me parle encore d'une ou 2 autres facettes de saveur, tout d'un coup, je l'ai apprécié différemment. Mmh. D'un coup, j'ai Wow! redécouvert la saveur parce que jusqu'à là, j'avais pas le mot, donc j'avais pas le concept. Donc ça veut dire que ça, c'est aussi une manière de plonger à travers une approche très pointue, minutieuse, de pouvoir tout d'un coup réouvrir les sens à 360° et puis, ben, c'est de nouveau un chemin de liberté aussi, supplémentaire. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc, j'encourage tout le monde qui nous écoute à aller découvrir ton travail. On va mettre l'infolettre dont on a tellement parlé naturellement Oui. dans cette entrevue en lien pour que les gens puissent aller la lire. Et dis-nous où tu es active, où on peut te suivre, où on peut découvrir ton travail. Oui, alors je suis en train de réinvestir LinkedIn, alors ce qui fait qu'il y a maintenant un petit nombre, un corpus d'articles, hein, qui commence à délimiter bien aussi, mon approche, hein. Autrement, j'ai beaucoup, beaucoup publié, surtout en termes de photos, on va trouver énormément de choses sur Instagram, hein. Si vous Hmm. avez envie de vous mettre, des fleurs, et des feuilles plein les pupilles, il y en a il y a tout un choix. Et puis autrement, ben, j'ai surtout ouvert maintenant un cercle, une communauté que j'ai appelé le cercle des sauvageonnes. Donc les Mhm. sauvageonnes, c'est les plantes sauvages, mais c'est aussi les sauvageonnes et quelques sauvageons. Et puis, là, ça va aussi nous permettre d'avoir des discussions beaucoup plus poussées parce que j'ai aussi des espaces de questions-réponses, pour pouvoir, rentrer en interaction aussi, en discussion autour ben, de tout ce qui concerne l'alimentation, la cuisine vitalité, les plantes sauvages. Génial. Sylvie, ce fut un plaisir de t'avoir. C'est tellement une vision différente. Il n'y a personne sur le podcast qui est venu nous parler de quelque chose comme ça. C'est unique et, euh, et ça vient générer beaucoup de choses dans mon esprit. Donc, merci d'avoir pris le temps et puis on se dit à très bientôt. Oui, merci beaucoup à toi. Un énorme merci. À bientôt.
Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.